Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur l'internaute.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Jérémy Ferrari pour 3 quarts d'heure d'interview en direct. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes là pour parler de votre spectacle Alléluia Bordel, qui est toujours en tournée, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et vous êtes aussi actuellement avec Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin pour la tournée du trio dans toute la France. Oui, dans les zéniths en France. Dans les zéniths tous les zéniths de France? Pas tous les zéniths, une quinzaine de zéniths. D'accord. Et aussi pour parler un petit peu de la fin du Ondar Show, parce que je crois que c'est tout frais, donc il y a plein de questions à ce sujet. Alors je précise tout de suite pour les internautes, on a reçu énormément de questions, donc on s'excuse d'avance pour ceux et celles qui seront déçus de ne pas avoir leurs questions posées, mais ça a été très difficile et il a fallu faire des choix. Voilà. Alors on commence tout de suite et on rentre dans le vif du sujet avec votre spectacle Alléluia Bordel. On a une question de Doc53. Qui vous dit « Je suis allé voir ton spectacle ». Alors oui, les internautes vous tutoient, pardon. Je suis allé voir ton spectacle. J'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup plus à un essai ou même à un cours sur les différentes religions. Le tout était bien sûr formulé de façon humoristique et formidablement bien écrit. Es-tu de cet avis? Est-ce que tu comptes construire ton prochain spectacle de la même façon? Je comprends pas bien, la question, mais je comprends pas bien la question. Non, le truc, le spectacle est formé d'une manière assez simple en fait. Enfin, c'est gentil qu'ils trouvent que ça fait court. Un peu un cours magistral sur les religions peut-être ou Non, très très loin de là. Je pense que si les cours étaient formés comme ça, il y aurait plus d'étudiants dans les universités, on se marrerait un peu plus. Non, c'est simplement qu'en fait, je pars d'un principe où moi je fais donc on est vraiment loin du cours parce que en plus je pars du principe au départ que je n'y connais rien en religion et j'amène les textes avec moi sur scène et après je lis certains passages des textes, il y a aussi des revues de presse et puis il y a aussi des sketchs où j'interprète des personnages et je pars du principe en fait que je suis un mec qui n'y connaît rien en religion et qui va comme n'importe qui peut faire acheter une bible dans une bibliothèque et se mettre à la lire et voir ce qu'il y trouve. Donc je pars vraiment du postulat que j'y connais absolument rien au départ et d'ailleurs c'est un vrai postulat de départ. Quand j'ai écrit ce spectacle, moi j'y connaissais absolument rien en religion. Après, je m'y suis intéressé pour écrire ce spectacle, mais au départ, j'y connais rien. Et il y a vraiment pas besoin de s'y connaître en religion, ni besoin même de s'y intéresser pour se marrer et pour comprendre le spectacle. C'est pas du tout un spectacle intello, quoi. D'accord. On poursuit avec The Art Tramps. Bonjour Jérémy, avez-vous eu déjà des menaces de groupes extrémistes religieux, quels que ce soit? Oui, c'est arrivé. Oui, forcément. Mais si j'avais pas eu de menace, c'est que j'aurais raté mon coup. Le but, c'est quand même d'emmerder les extrémistes. Donc, s'ils prennent pas mal, c'est que j'ai raté. Oui, j'ai eu des problèmes, des menaces. Les menaces, c'est pas le plus grave. Enfin, les mecs qui t'envoient un mail en te disant si je te retrouve alors que tu fais tout pour qu'on sache où t'es. Oui, vous cachez pas non plus. C'est pas les plus dangereux. Non, par contre, il y a des mecs qui sont vraiment venus. Ça arrivait quelques fois qu'on m'attende à la sortie. Ça arrivait 1 ou 2 fois, 3 fois peut-être. Ce qui est pas énorme par rapport aux 300 ou 500 représentations que j'ai fait avec ce spectacle. Je trouve que j'ai très très peu de problèmes finalement par rapport à tout ce que je dis. Et vous réagissez comment quand des personnes comme ça viennent vous je réagis en fonction de l'intelligence de la personne que j'ai en face de moi. Partant du principe que la personne vient me voir en me disant que je suis raciste parce que j'ai fait un sketch en jouant un raciste, on ne parle pas déjà au départ à quelqu'un qui a un grand QI, à mon avis. Le mec qui va voir un spectacle d'humour, s'il comprend pas que c'est de l'humour, le second degré, c'est qu'il y a un souci. Parce que dans ce cas-là, je suis aussi pédophile, misogyne, et tu vois, dans ce cas-là, je suis tout, quoi. Donc voilà. Donc j'essaye de désamorcer, de faire comprendre gentiment à la personne que c'est de l'humour et puis après je m'adapte au ton et à l'agressivité que j'ai en face de moi. Si l'agressivité monte en face de moi, je suis bien obligé aussi de faire monter la mienne. Généralement, j'ai réussi à désamorcer les situations relativement simplement. Il n'y a pas eu de gros clash et de gros problèmes. D'accord. On poursuit avec une question de Gottesman. Le fait de traiter de sujets graves, profonds ou dramatiques sur un ton humoristique n'est-il pas le meilleur moyen de faire réfléchir le spectateur et possiblement le faire évoluer? Moi, je dirais que si, bien sûr. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur moyen. Moi, c'est celui que j'ai trouvé. Vous avez choisi. Mais moi, vraiment, la première chose que je veux faire, c'est faire marrer les gens. Je suis d'abord un humoriste. Voilà. Après, c'est pour ça, vous savez, de temps en temps, on a dit que l'humour noir était un peu segmentant, que l'humour noir plaisait pas à tout le monde.
c'est pas complètement vrai. Je crois que ça a pu être vrai à une certaine époque quand les humoristes qui faisaient de l'humour noir oubliaient d'être des humoristes et allaient en télévision et en radio surtout pour déverser leurs idées politiques ou moraliser sur des sujets X ou Y. À partir de ce moment-là où l'humoriste devient un petit peu chiant en fait, là évidemment il segmente, mais il segmente pas parce qu'il fait de l'humour noir, il segmente parce qu'il fait plus marrer les gens. Forcément il a moins de monde dans sa salle. Maintenant des mecs comme Coluche par exemple. Je me compare pas à Coluche, je dis simplement que c'est un mec qui fait de l'humour noir, Coluche. On oublie un petit peu trop souvent de rappeler que Coluche était quand même un des maîtres de l'humour noir en France et était également l'humoriste préféré des Français. Donc pourquoi ? Parce que Coluche, il faisait réfléchir, mais il faisait surtout marrer les gens. Et je crois que le spectacle que j'ai, Alléluia Bordel, s'il remporte ce succès en ce moment, c'est parce que il fait d'abord rire. Alors qu'au départ, c'est quand même 2 heures sur la religion. On peut se dire, mais t'es un malade, jamais tu vas remplir une salle en faisant 2 heures sur la religion. Mais si, parce que je parle pas que de la religion. Parce que la religion, ça me permet de parler du racisme, de la misogynie, de l'homophobie, du couple. Et puis ça dépend comment on le fait. Dans la tournée du trio, je fais 3/4 d'heure sur la Bible. Sauf que pratiquement à chaque fois, on a une standing ovation parce que je vais dans la salle, parce que je déconne avec les gens, parce que quand je parle de la Bible, je parle du couple, parce que voilà. Enfin, peu importe le sujet en fait. C'est pas le problème, c'est la manière dont on le traite, la manière dont on parle aux gens. Tout le monde se sent concerné par le spectacle. Moi, j'ai des gens qui ont 14 ans dans la salle, jusqu'à des gens qui ont 90 ans. Je pense que j'ai tous les niveaux intellectuels et sociaux dans la salle. Et voilà, moi à la base, je viens des quartiers, j'ai pas fait d'études, j'ai arrêté à 16 ans. Je suis pas un intello, mais c'est vrai que le spectacle plaît aussi aux intellos, mais plaît aussi aux gens beaucoup plus simples comme moi je peux l'être. Parce que c'est un spectacle qui touche tout le monde et qui est large. On continue avec des questions sur le spectacle, avec les questions d'Alex. Oui, moi j'ai une question de Pauline qui a 20 ans, qui est une grande fan, la Pauline 0485, qui voudrait savoir son numéro de les 4 premiers Pas encore, numéros. mais ça va arriver. Elle voudrait savoir pour quelle raison vous avez appelé votre spectacle justement Alléluia Bordel. C'est pas moi qui ai trouvé ce titre, c'est un journaliste en fait. Au départ j'avais un spectacle, j'ai eu plusieurs spectacles. Et j'en ai un qui s'appelait Mes 7 péchés capitaux, qui parlait un petit peu de religion, mais pas trop, mais un petit peu quand même. Où j'avais un sketch qui est actuellement dans le nouveau spectacle Alléluia Bordel. Le sketch sur la Bible, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'est le premier sketch que j'ai écrit, en fait, où je fais une espèce d'analyse de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est ce sur quoi tout le monde est d'accord. Les juifs, les chrétiens et les musulmans ont tous reconnu l'Ancien Testament comme étant la base de leur religion à tous. Donc c'est très intéressant de savoir ce sur quoi ils sont tous d'accord. Et là on retrouve toutes les histoires de l'arche de Noé et tout ça. Tout ça, que ce soit les musulmans, les juifs, les chrétiens, ils vous disent oui, ça c'est la base de tous, de toutes les religions monothéistes. Donc je voulais voir un petit peu ce qui s'y trouvait. J'ai oublié, je crois, la question. Pourquoi ça s'appelait Ah oui, voilà, Alléluia Bordel. Et donc en fait, je faisais ce sketch dans mes 7 péchés capitaux. Et il y a un journaliste qui avait tellement aimé ce sketch, qui avait titré Alléluia Bordel, parce que c'était comme une espèce de provocation à la religion, tout en faisant réfléchir sur l'extrémisme religieux. Parce que ce qui est intéressant, c'est en faisant réfléchir sur l'extrémisme religieux, quelque part aussi, je défends entre guillemets la foi et les croyants, alors que moi je suis complètement athée. Mais normalement, un croyant entre guillemets lambda doit être complètement d'accord avec moi, puisque ce sont les extrémistes religieux qui font du mal aux autres. Sont les musulmans extrémistes qui font accroître malheureusement le racisme. Parce que les racistes vont se servir de quoi ? Vont se servir du pire de ce que font les minorités. Et donc voilà, donc c'est ça que je combats aussi, je crois. D'accord. Bon, je pense qu'on aura répondu à Pauline sur l'historique d'Alléluia Bordel. Question de Clémence. Avez-vous toujours eu une passion pour l'humour noir ? On en parlait justement avant. Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a donné le déclic pour vous tourner vers ce genre d'humour ? D'où ça vient l'humour noir ? On ne choisit pas l'humour noir parce que c'est quand même pas le truc le plus simple C'est pas le plus facile. à imposer. Si tu veux devenir connu et riche, c'est pas le plus simple. Après, moi, j'ai de la chance maintenant parce que je commence à arriver à m'imposer dans ce domaine et on est très peu. Donc, et comme je suis très jeune, tout ça, j'arrive avec un peu la nouvelle génération de l'humour noir et du coup maintenant ça marche bien. Mais au départ, je l'ai pas choisi cet humour. Hein. On le choisit pas. Je crois que c'est un mélange de plein de trucs. Moi, je crois que ça vient un petit peu de ma vie. Mes parents sont des commerçants d'un quartier populaire dans les Ardennes et donc j'étais vraiment le gamin du quartier où j'étais toujours avec mes parents, etc. Et dans ces quartiers-là, on voit plein de choses. On voit des choses très belles, on voit de très belles aventures humaines, des gens courageux, parce que dans la difficulté, il n'y a pas que
que de l'horreur. Il y a aussi des gens qui s'entraident, des gens et puis qui vous apprennent aussi à aimer les choses simples. Il y a plein de choses très très belles dans des milieux un peu plus modestes. Mais il y a aussi des choses dures. Il y a aussi de l'alcool, la violence, etc., etc. Et moi, j'assistais à ça parce que dans un magasin de quartier, vous avez tout. Tout passe devant vous. Donc moi, étant petit, je crois que j'étais très très sensible. Et du coup, je posais déjà beaucoup de questions à mes parents. Pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi lui, il a l'air malheureux? Pourquoi? Et en fait, je crois déjà que ça a commencé à me parler comme ça. Et ma mère me faisait un peu d'humour là-dessus, en fait. Je crois que pour me dédramatiser des trucs que je pouvais voir, parfois j'ai vu des trucs que peut-être on ne doit pas voir quand on est petit. Et ma mère, du coup, je pense, pour dédramatiser certaines situations, elle me faisait rire avec. Et je crois que ça a démarré un petit peu comme ça. Et après, je me suis aperçu, moi, que c'était une arme. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, je suis quelqu'un à la base de très, alors ça va faire sourire plein de gens, mais assez timide et tout ça. Et je crois que quand cet humour-là m'a permis, moi, de me sortir de situations ou parfois de faire peur aussi. Et quand vous faites un peu peur ou quand les gens ont peur de vous parler, eh ben, ils vous emmerdent quand même moins. Et je crois que c'est aussi de la défense au départ. Voilà. Et puis une manière de tourner en dérision, ce qui m'attriste, je pense. J'ai juste une petite réaction au direct. Nous avons un internaute qui s'appelle Michael Youn et qui dit il a l'air sympa, le frère de Michael Youn. Voilà, c'était juste pour on dit ça que je lui ressemble. J'ai une question de Merlin, toujours sur l'humour noir. Il demande plutôt est-ce vraiment à la suite d'une dépression, donc c'est quelqu'un qui est peut-être bien renseigné, qui demande si c'est à la suite d'une dépression que vous vous êtes intéressé aux religions. Et est-ce que ça vous a fait plutôt rire ou le contraire? Mais non, en fait, parce que dans le spectacle, en fait, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a dû voir le spectacle. Voilà. Parce que dans le spectacle, j'explique effectivement que je me suis mis à la religion suite à une dépression. C'est pas complètement faux. J'ai un petit peu raccourci le truc, mais je travaillais chez Orange à l'époque et ça a été vachement dur pour moi j'ai fait beaucoup de boulot très dur, mais celui-là, il était moins dur physiquement que ceux que j'ai pu faire avant. Mais le fait d'être enfermé comme ça et cloîtré dans un bureau. Téléconseiller, non? Ouais, j'étais téléconseiller. Et le fait d'être enfermé comme ça dans des marguerites où personne se parle, dans des endroits clos, et d'être 24 heures sur 24 au téléphone, ça m'a un peu rendu marteau, quoi. Et effectivement, étant pas très très bien dans mes baskets, j'ai accentué, j'avais déjà l'idée de lire la Bible depuis un moment. Et de manière un peu naïve, je me suis dit, bah tiens, après tout, ça peut peut-être m'aider, ça a aidé plein de gens. Je suis pas parti d'un principe athée, moi, hein. Je suis parti d'un principe, voyons ce qu'il y a à y découvrir. Et donc c'est pas totalement ça, mais il y a un peu de ça quand même. Et c'est vrai que ça m'a aidé parce que ça m'a fait rire. Ça m'a pas aidé à me sortir de ma dépression, mais ça m'a bien fait rire. On continue avec des questions sur votre humour qui est particulier. Et on a plusieurs lecteurs et fans, je pense, qui vous comparent, qui vous comparent pas directement, mais qui parlent de Dieudonné. Donc, Régis Dupuis qui vous demande si vous vous inspirez parfois de Dieudonné. Vaccin Pasteur qui vous dit si je te dis que je te compare à Dieudo dans l'intelligence et l'interprétation, tu dis cap ou pas cap, à savoir que Dieudo est mon humoriste préféré. Et une autre question qui est arrivée en direct aussi, j'ai l'impression que votre humour se dirige vers l'humour de Dieudonné. Est-ce que c'est un peu votre modèle au niveau du jeu d'acteur et des thèmes? Et cette question vient de Jasmine44. Alors, je vais répondre à ça. C'est très bien que ces questions arrivent sur le tapis parce que j'ai eu beaucoup de Dieudonné a aussi un certain nombre de fans un peu extrémistes qui se sont pas gênés pour venir m'insulter en des mails et tout ça. Et puis d'autres gens comme là qui sont plus modérés, plus intelligents, qui soit me posent simplement la question ou me disent qu'ils sentent une inspiration. Alors Dieudonné, je vais répondre très clairement. Je l'ai découvert très très tard, moi, Dieudonné. Je l'ai découvert Dieudonné, je faisais déjà du one man, parce que j'ai commencé à 16 ans, moi. Ceux qui m'ont inspiré au départ, c'est Pierre Desproges et Pierre Palmade. Dieudonné, j'ai connu Dieudonné, j'avais déjà écrit 2 spectacles. Donc c'est pas quelqu'un qui m'a inspiré au départ. Dieudonné, j'ai vu 2 ou 3 de ses spectacles seulement, surtout ceux qu'il a fait. En revanche, c'est au départ un vrai modèle, parce que je pense que dans l'interprétation, l'efficacité et l'écriture, c'est certainement le meilleur humoriste en France, actuellement. C'est vraiment un très très grand humoriste. En revanche, là où je me désolidarise totalement, je vais même pas revenir sur les débats qu'il y a pu avoir sur est-ce qu'il est antisémite ou je ne sais quoi, je rentre même pas là-dedans, mais simplement il y a un problème qui pour moi est fondamental quand on fait l'humour noir, c'est qu'on doit rester objectif. À partir du moment où on s'amuse à tacler des gens, il faut tacler tout le monde. De la même manière. Je pense qu'à partir du moment où il a mélangé sa famille,
à partir du moment où il a commencé non seulement à taper plus sur une communauté, mais à défendre la sienne. C'est ça qui me gêne aussi. C'est que on peut pas, si on tape sur des gens, il faut accepter d'avoir de l'autodérision, et il faut aussi taper sur soi-même. Il faut taper sur les autres. Quand moi j'ai beaucoup d'autodérision, j'accepte la critique, etc., etc. Donc à partir du moment où on commence à défendre sa communauté plus qu'une autre, à taper plus sur une communauté plutôt qu'une autre, à rentrer dans de la politique et à mélanger sa famille à ça, et surtout parce qu'il y a des choses quand même qu'il a faites que je trouve absolument scandaleux, faire monter Foresson sur une scène, etc. Ouais. On peut me dire que c'est de la provocation. Oui, mais il pousse la provocation à fond. Ah, Putain, pour moi, il y a pas de provocation là. C'est facile d'inviter un mec comme ça et de le faire monter sur un plateau. C'est pas ça de la provocation. Ça, c'est de la facilité. Ça, c'est facile, ça. C'est pas dur. Moi, c'est facile. Et moi aussi, je peux inviter Jean-Marie Le Pen à venir faire une scène avec moi. Ils ne cherchent qu'à ça, ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas de liberté, n'ont pas de moyens d'expression. Donc, s'ils ont un média qui est un artiste qui accepte, c'est facile de faire ça. Ça, c'est pas de la provocation. Et à partir du moment, du coup, où tu perds ton objectivité en tant qu'humoriste qui fait de l'humour noir et de la dénonciation, moi, je peux plus entendre ce qu'il dit maintenant. Parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Où est le second degré, où est le premier degré? Donc à partir de ce moment-là, où on ne sait plus dire où est le premier degré, où est le second degré, il a beau être pour moi un des meilleurs humoristes en France, c'est certainement un génie de l'humour, moi je le cautionne plus, je peux plus cautionner quoi. Et je sais de quoi je parle puisque je le fais. Et sur scène, je brandis le Coran sur scène et je brandis le livre juif. Donc on ne peut pas m'attaquer et me dire oui, fais ce qu'il fait, on verra après. Ce qu'il fait, je le fais. Et lui, il n'a pas amené les textes sacrés sur scène. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il amènera non plus un Coran sur une scène, puisqu'il se sert justement aussi du conflit israélo-palestinien pour redorer son blason et remplir sa salle. Donc c'est des choses comme ça, moi, qui me gênent. Vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai rencontré une fois ou deux parce que quand j'ai démarré à Paris, ils avaient des réseaux, ils cherchaient des gens pour aider à vendre des dates de spectacle quand il a eu ces problèmes. Et moi, cherchant du boulot, je faisais partie des gens qui téléphonaient au théâtre pour essayer de vendre des dates pour son spectacle. Donc je l'ai croisé une ou deux fois, mais il doit être certainement au demeurant sympathique, c'est pas le problème. Moi, l'humain, il fait ce qu'il veut, je connais pas. C'est l'humoriste, moi, c'est ça qui me gêne. Parce que je trouve qu'en plus, il se sert de moyens un peu détournés, de jeunes de banlieue et tout. Je trouve pas ça bien ce qu'il fait, quoi. Sur pas mal de trucs, je trouve pas ça bien. Il se sert, il parle beaucoup aux jeunes de banlieue, etc. J'aime pas. Il y a vraiment un côté remplir mon théâtre à tout prix et ouais. Mais par contre, là aussi je dis quelque chose, c'est que le scandale qu'il y a eu au tout départ était complètement injustifié. Quand ils ont boycotté ces salles, quand ils l'ont empêché de jouer, ça aussi c'est un scandale. Parce qu'au tout départ, personnellement, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait au tout départ, le premier sketch, moi ça m'a pas ultra choqué quoi. Et je trouve quand même que la cabale qu'il y a eu au départ contre lui était totalement injuste. Vous trouvez que ça a été monté en épingle? Oui, complètement. Après lui il a dérapé, je viens de dire ce que j'en pensais, mais au tout départ on n'a pas empêché quand même un artiste. Injustifié. On n'a pas interdit à jouer un artiste, ça c'est sûr. On poursuit sur une thématique aussi qui vous est chère, hein, je crois, à travers vos sketchs et pas seulement le spectacle Alléluia Bordel. Alex? Oui, c'est la question là, du handicap. Donc, Bérangère, 84 150. On a de plus en plus de donc, Bérangère vous pose cette question. Le handicap semble être un de vos sujets favoris. Vous en parlez avec un regard très réaliste. Pourquoi ce besoin de parler du handicap et d'où vient cette sensibilité au monde du handicap? Et merci par ailleurs, merci grâce à votre humour d'essayer de changer les mentalités. Et elle fait référence à sa sœur qui est handicapée. Et elle vous dit bravo. Bah, c'est gentil. Au départ, j'ai pas plus de sensibilité sur le monde du handicap que sur le racisme que je traite, sur la maladie infantile ou sur la maladie tout court, ou quelles que soient les injustices ou les fatalités dont j'ai pu parler dans mes sketchs. Mais il y a un truc, c'est que je remarquais qu'en fait le handicap physique était très peu présent à l'image dans les télévisions parce que je crois que ça dérange le visuel en fait. Et je cherchais un moyen, moi, si vous voulez, à me servir du média que j'avais télévisuel pour essayer de sublimer l'humour noir, mon art à moi. Donc je réfléchissais à comment je pouvais aller encore plus loin. Et puis j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais en fait, il n'y a jamais de handicapés à la télé. Très peu. Je me dis, mais pourquoi il n'y a jamais de handicapés à la télé? C'est quand même incroyable. Tu regardes les téléfilms et tout, tu vois jamais un... Tu vois, dans la vie, tu te balades dans la rue, tu vas croiser des manchots, des nains... tu vois,
Mais dans les téléfilms, au cinéma, tu vois jamais les mecs. Je dis, putain, quand même. Et un jour, on m'a donné un thème, on m'a donné le thème d'Intouchable sur le film, et j'ai dit bingo. Et donc, j'ai commencé à faire des sketchs avec les 5 blacks en fauteuil roulant. Donc ça, c'était dans l'émission de le Laurent Prime Ruquier. de On demande qu'à en rien. Voilà, C'était le Prime de... Et donc, j'ai gagné le Prime grâce à ce sketch. Et puis, je me suis tellement entendu avec ces gars-là. Après, on est retourné faire des shows, des scènes ensemble, etc., etc. Je me suis super bien entendu avec eux, avec Riyad notamment, qui est le gars qui les coach. Et puis Riyad, il m'a vachement sensibilisé à ça. Il m'a dit, tu sais, il y a plein de handicapés dont on parle pas, etc. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais en faire un autre. Après, j'ai rencontré Guillaume Batz, le mec à la maille des eaux de verre, le gars dont je fais la mise en scène, et j'ai coécrit aussi son spectacle qui est au Petit Gymnase en ce moment. Et là, ça a été un coup de cœur. Il m'a contacté. Au départ, c'est lui qui m'a contacté pour écrire ses sketchs. À la télé seulement. Puis je lui dis, mais moi, quel est l'intérêt d'écrire que tes sketchs à la télé? Si je fais ton image télé, je veux aussi profiter de ton image sur scène et je veux suivre l'ensemble de ta carrière. Sinon, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et alors, du coup, il m'a regardé un petit peu comme ça parce que, comme il est handicapé, qu'il a du talent, c'est quelqu'un qui suscite beaucoup l'envie des professionnels. Tout le monde vient le voir pour travailler avec lui. Et donc, le fait que moi, malgré ça, j'ai un petit moment de recul, ça l'a un peu étonné. Je dis, mais si tu cherches de la pitié, va avoir handicap international, mais pas moi. Moi, t'es d'abord un humoriste, donc voilà, moi, il faut que tu aies un intérêt en tant qu'humoriste. Et puis ça l'a fait marrer, et puis après j'ai écrit ce sketch, l'adoption pour les nuls, qui a fait un gros buzz sur Internet, et du coup on a sympathisé, et du coup lui, ça m'a encore sensibilisé encore plus au monde du handicap, parce que quand on a écrit son spectacle, tout est sur sa vie, donc j'ai découvert encore d'autres choses. Puis après j'ai eu cette idée de rubrique handicap, handipacap. Et là, j'ai découvert Sophie Vouzelot, Philippe Croison, tous les gens avec qui j'ai travaillé. Et du coup, bah évidemment, maintenant, je suis devenu le copain des handicapés. Et j'en suis très content parce que c'est un milieu qui est plein de courage, en fait. C'est totalement ce que je disais la dernière fois sur le Téléthon, qui est pour moi du misérabilisme. J'ai été extrêmement déçu. Vous savez, en Belgique, on m'a fait présenter Make-A-Wish. Ouais. Make-A-Wish, c'est les enfants malades. C'est l'équivalent du Téléthon en France. C'est un truc énorme. On m'a fait présenter ça devant 6000 personnes, retranscrit sur la RTBF. Un humoriste fait l'humour noir qui présente une soirée pour des enfants qui sont malades, voire condamnés quand même. Donc le pari était quand même corsé. C'est des handicaps très lourds. Voilà. On me fait présenter le truc, puis des maladies parfois incurables. Aussi, ouais. On me fait présenter la soirée, ça se passe hyper bien. On m'invite au Téléthon, j'y vais avec Guillaume Batz. Donc là, on vient en France, hein, donc Belgique, je présente la soirée. Téléthon m'invite 2 minutes. J'arrive avec Guillaume Batz, qui est quand même directement concerné par le Téléthon. Il a une maladie génétique, c'est la maladie des eaux de verre. Donc là, ils ont quand même un regard d'un mec qui est directement concerné, qui est jeune, qui est humoriste, qui n'est pas dans le misérabilisme, qui est quelqu'un qui va bien, qui se bat, etc. Et quelqu'un comme moi, qui travaille avec le monde du handicap. Donc ils ont quand même 2 regards plutôt rigolos, plutôt intéressants, plutôt différents, plutôt atypiques, et dont un qui est quand même directement concerné par cette soirée, qui est Guillaume Batz. On arrive, évidemment, nous, on vient pas pour pleurer. Pas pour pleurer parce que c'est le combat inverse que je mène. Je lutte contre le misérabilisme. Et là, on fait une vanne avec Guillaume qui arrive. On commence à faire des blagues sur le fait qu'il y avait parce que c'était quand même drôle parce qu'il y avait Guillaume Batz en face de moi et au-dessus il y avait le chiffre du chèque. Et je dis putain regarde on a bien fait de venir. Tu vas repartir avec un sacré chèque. Et Guillaume fait aussi une vanne comme ça, mais vraiment bon esprit, super marrante et tout. Oh là là, panique, Sophie Davant qui non mais arrêtez, non on rappelle aux téléspectateurs, hein, les artistes ne sont pas payés ce soir. Vous êtes fait rafler. Évidemment que je vais pas repartir avec le chèque du Téléthon, non mais et puis après on nous a raccompagnés. Ah oui. Hop, allez on envoie une pub, allez au revoir, allez sortez-les là, allez la petite Charlotte, alors regardez elle pleure, filmez Charlotte elle pleure. Mais c'est terrible. Moi j'ai le souvenir d'une phrase quand même où Sophie Davant dit à une petite, est-ce que tu peux nous parler de ta maladie? Bah non pas trop. Bon en tout cas tu souffres beaucoup Charlotte. Enfin mais arrêtez. Enfin mais mais enfin, on n'a pas besoin d'en rajouter. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de tomber là-dedans? Les handicapés, les gens malades sont les gens les plus courageux du monde. Moi, je suis allé travailler avec ces enfants malades là. Mais vous croyez qu'ils pleurent? Mais personne pleure. Aucun de ces enfants ne pleure. Les organisateurs, certains ne pleurent pas non plus d'ailleurs. Il y a les parents qui pleurent ou les amis des parents qui pleurent. Mais les enfants, ils pleurent pas eux. Moi, j'ai discuté avec une petite fille qui il reste 6 mois peut-être. Mais elle parle pas de ça, elle. Quand elle part de la fin, elle dit bon il me reste pas beaucoup de temps, faut que je profite. Voilà ce qu'elle dit, elle. Elle pleure pas, la petite. Hein. Alors pourquoi on doit pleurer pour eux? Moi, ça me scandalise, ça. On n'est pas obligé de culpabiliser les gens pour qu'ils donnent. C'est non seulement insulter les gens qui vont bien en disant c'est de votre faute si vous allez bien, vous avez intérêt de donner sinon vous êtes des salopards. Et puis c'est aussi enfoncer les gens qui sont malades. Je veux dire,
Dans mon dernier handicap, il y a un mec qui a pas de bras, il mange et il conduit avec ses pieds. Alors quoi, je vais pas aller pleurer. Il a le permis, il y en a qui ne l'ont pas, qui ont des mains. Mais il faut arrêter, quoi. On n'a pas besoin de culpabiliser les gens, vraiment pas, quoi. Et du coup, on rentre dans une mièvrerie et on perd la substantifique moelle de ce qu'on doit réellement ressentir pour ces gens. On doit ressentir de la solidarité, pas de la pitié, quoi. C'est très important de pas se tromper. Voilà, je me suis un petit peu emballé encore, mais c'est parce que c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur. Sujet sensible, quoi. Ça répondra à la question d'ailleurs de Béatrice, parce qu'elle vous posait la question de Make-A-Wish et de votre engagement. Je crois que vous aviez répondu. Vous avez répondu à la question, voilà. c'est parfait. On a une autre question, mais alors là on sort du handicap, c'est la question de Schlogan qui vous demande si vous allez tout simplement sortir votre spectacle en DVD. Oui. Voilà. Sans transition, on appelle ça. Alors ça, ouais, parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet. Ouais, tant mieux, c'est qu'on va en vendre plein, tant mieux. Et donc, oui, on le tourne là en février. Voilà, en février, d'accord. On le tourne. C'est les dernières représentations à Paris ou vous comptez continuer après? Alors en fait, au départ, on devait arrêter effectivement à la Cigale. Bon, maintenant on peut le dire parce que de toute façon, là, il y a une fuite, donc je vais faire le Casino de Paris après, parce que finalement, comme la Cigale se remplit très très bien, on va faire le Casino de Paris. Et normalement, on va finir sur une salle encore plus grande fin mai. Donc pour l'instant je dis rien vraiment parce que je veux la garder celle-là, mais on finira voilà. Et normalement on devait arrêter la tournée là et finalement il est probable que je reparte en tournée et que je refasse peut-être une tournée dans des grosses salles et des zéniths tout seul cette fois-ci. En France. Les dates du Casino de Paris, juste tant qu'on y est. Je crois que c'est au mois de mai, c'est le 11 mai. 11 mai me souffle discrètement mon attaché de presse qui connaît mieux mes dates que moi. On va un petit peu avancer parce que il est déjà. Du coup, je vais un peu vite. Il n'y a pas de souci. Et on va revenir donc sur l'émission finalement qui vous a fait découvrir au grand public, qui est l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Et donc on a une question de Laura73. Bonjour, que penses-tu de la réciprocité du Ondar Show, qui était un peu la suite, on va dire, cette saison du On ne demande qu'à en rire. En tout cas, on a hâte de tous vous retrouver pour de nouveaux projets. Bonne continuation à toi et à toute l'équipe. Bah, c'est gentil déjà, je l'embrasse. Et qu'est-ce que j'en pense de l'arrêt du Ondar Show? Mais non, mais c'est terrible parce que comme je disais ce matin, j'ai eu une autre interview, on m'a posé la même question et je vais répondre à la même chose approximativement, c'est que je n'arrive pas à être fondamentalement triste de cet arrêt. Pour plusieurs choses. Ça a pour moi un peu pas bien démarré parce qu'on nous a... Au départ, on nous a imposé des choses qu'on ne voulait pas nous faire. Finalement, après, on est arrivé à avoir la formule qu'on désirait. Et quand on a atteint la formule dont on est fier, moi je suis très fier des dernières émissions. Les premières étaient pour moi pas bonnes, mais celles d'après étaient vraiment vraiment bonnes. Après on n'aime pas les humoristes qui passent. Après on peut moins aimer un tel qu'un tel, mais l'émission tenait la route et présentait pour moi un bon divertissement. Après, je sais pas si moi j'aurais fait ce choix au départ. C'est-à-dire que moi, ce qui s'est passé quand j'ai quitté On ne demande qu'à en rire, j'ai dit à France 2, au bout de 2 ans de Demande qu'à en rire, j'arrête parce que j'avais fait un peu le tour et j'avais envie de faire autre chose. Et là, on m'a dit, attends, on aimerait bien que tu restes et on vous propose une émission. Par fidélité envers Catherine Barma, qui est une productrice de télévision que j'adore, et même humainement, c'est une femme maintenant avec qui je travaille beaucoup et que j'aime énormément. Par rapport à Laurent Ruquier, qui est producteur de l'émission, et par rapport à France 2, je me voyais mal refuser. Et puis c'était quand même un bon poste. Surtout qu'on me proposait un petit peu de chapeauter aussi un peu plus au niveau de la production, de gérer un peu les trucs aussi au niveau de la prod. Donc c'était aussi intéressant pour moi. Je me suis formé à faire d'autres choses. Donc j'ai dit ok, pourquoi pas. Après, moi je reste un soliste quand même. C'est pas une bande au départ. On est tous amis, on est potes et tout, mais on n'est pas des gens qui normalement travaillent ensemble. On a des univers très différents. Donc est-ce que moi j'y serais allé naturellement? Peut-être pas déjà. Après, on nous met dans une case qui est le samedi à 19h qui n'a jamais suscité d'audience. C'est-à-dire que le samedi à 19h, à part mot de passe, rien ne marche. Ils ont essayé de mettre On ne demande qu'à en rire le samedi à 19h, ils l'ont enlevé. Ils ont essayé de mettre d'autres émissions d'humour le samedi à 19h, vous pouvez vérifier les historiques, tout est enlevé tout le temps, rien ne marche. Nous, ils savaient qu'on allait faire moins que mot de passe. Mais je crois qu'ils attendaient, comme ils avaient lancé pas mal d'émissions, je pense qu'ils se sont dit, bon, si le Ondar, ça baisse un peu, c'est pas grave parce qu'on rajeunit la case. Ce qu'on a réussi à faire. Il faut quand même savoir qu'on avait environ 1 600 000 téléspectateurs tous les samedis. Ce qui n'est pas un chiffre non plus horrible. Ce sont les audiences dont on ne demande qu'à en rire. C'est simplement que le samedi à 19h, il y a plus de monde devant l'écran. Donc au lieu de faire 11%, ça nous fait 8, 8,5 ou 9. Mais on avait le même nombre de gens qu'on ne demande qu'à en rire. On n'a juste pas réussi à attraper les autres spectateurs. Mais est-ce qu'il y en avait d'autres?
Est-ce qu'il y en avait d'autres? Parce que la tranche d'âge, elle est très ciblée. Et d'un autre côté, vous avez 50 Minutes Inside, qui est là depuis des années, qui est un carton. Les gens qui regardent 50 Minutes Inside regarderont toujours jamais. 50 Minutes Inside. Il y a Valérie Damido de l'autre côté, qui je ne crois pas que ce soit notre public. Les gens qui regardent Valérie Damido, je ne suis pas certain que ce soit des gens qu'on puisse convaincre en balançant des plaquettes de chocolat à un mec qui n'a pas de bras sur France 2. Et voilà. Donc je crois qu'on s'est bien défendu, qu'on s'est battu. Je trouve que c'est triste parce que c'est quand même une bande de potes et que c'était une belle émission. C'est quand même une émission d'humour créée par des humoristes. On travaillait quand même énormément, 24h/24 pour cette émission. Donc c'est un peu triste, mais en même temps, moi, vous savez, quand quelque chose s'arrête, je peux pas m'empêcher de me dire, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres choses. Ouais. Donc, pour moi, la télévision, c'est une activité parmi d'autres activités. Donc, ça s'arrête, tant pis, en fait. Voilà, c'est que de la télé aussi. Faut pas. Voilà, moi, en ce moment, on tourne dans des zéniths enfants. Je vais pas chialer parce qu'une émission de télévision s'arrête. C'est malheureux, mais il y en aura d'autres. France Télé, on s'entend très bien, sont déjà en train de reproposer d'autres choses. Il y a des projets ciné, il y a des projets partout. Enfin, tout va bien. Donc, il y a 2 ans, je remplissais pas les salles de 40 places. Ouais. Alors, c'est pas grave. On continue sur vos collègues de On ne demande qu'à en rire. Ils sont dans la merde. Oui, parce qu'ils sont un petit peu plus en difficulté que vous. Plaisante. Non, Marie Dream voulait savoir quelles étaient vos plus belles rencontres, féminines ou masculines, dans On ne demande qu'à en rire. Elle vous en demande 5. Et ensuite, 5 je te hais. Y a-t-il quelqu'un du Ondar Show avec qui tu ne t'entends pas, à part Arnaud de sa mère? Non, les belles rencontres, c'est tous des belles rencontres. Après, il y a des affinités. Bien sûr. Mais oui, je m'entends essentiellement très très bien, moi, avec Arnaud et Florent Père, et Nicole aussi. Nicole Ferroni, oui, pardon. En particulier Arnaud, parce qu'on a des univers. Moi, j'admire ce que fait Arnaud. J'adore l'absurde. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans mes sketchs. En fait, de l'absurde, on dit beaucoup, c'est de l'humour noir, mais c'est aussi de l'absurde. Beaucoup d'absurde dans mes sketchs. J'adore Arnaud, humainement et tout. C'est un mec qui est dingue. Il est fou. Enfin, dans la vie, il est très attachant parce que c'est vraiment comme un enfant, quoi. Il est beaucoup plus enfantin que moi, en fait, Arnaud, dans la vie. C'est ça qui est rigolo. Ce qu'il est dans ses sketchs, il est vraiment comme ça dans la vie. Il est vraiment avec des appareils électroniques, des montres qui parlent, enfin des trucs. Non, il est rigolo, quoi. Il est vraiment marrant dans la vie. Et le rapport qu'on a sur scène, le méchant et le gentil, il est exagéré, mais on est quand même un peu comme ça. C'est pas très loin de la réalité. Arnaud, quand même, un jour dans la rue à Avignon, il y a 2 gars qui passent, 2 espèces de punk à chiens complètement bourrés, qui nous font comme ça. Et Arnaud se met à leur répondre et à les chauffer, les gars. Il les siffle aussi. Ouais, il se met à les siffler. Arnaud, qui est incapable de faire du mal à une mouche, il se battrait pour rien au monde, Arnaud. Et c'est tout, ça se calme, et j'avance, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il te prend? Il me dit, je suis avec toi. Et il est très sérieux, c'est-à-dire qu'il a aucune notion de la violence. Il croit qu'on est dans un jeu vidéo. Il dit c'est bon, je suis avec Jérém. Je sais pas. Donc, il est quand même. Voilà, alors ça, c'est un acte quand même complètement fou parce qu'on peut se faire poignarder, Mais lui, il se dit c'est bon, je suis avec Jérém. Il sait se défendre. Il va me défendre. C'est un peu le souvenir le plus absurde avec Arnaud. Ouais, est-ce qu'il y a un meilleur souvenir, nous demande justement Louise. Le meilleur souvenir avec Arnaud, qu'est-ce que ce serait? Le meilleur, alors peut-être le plus drôle ou qu'est-ce qui reste dans la sur tête? la tournée, c'est super. Là, sur la tournée, vraiment, on se marre, quoi, parce qu'on est 3 et on est vraiment des sales gosses dans les coulisses, on se fait des blagues et tout. Mais non, c'est les moments sur scène. On a vécu des beaux moments sur scène. Une fois, on s'amuse souvent à venir se faire des interventions les uns les autres dans nos spectacles respectifs et il y a une fois où c'était très drôle parce qu'il était au théâtre Sébastopol et je suis arrivé sur scène et les gens ils m'ont fait une standing ovation alors que j'avais pas parlé. Donc je suis arrivé et j'ai eu une standing ovation et juste en fait j'ai attendu que les gens arrêtent d'applaudir, je l'ai regardé et puis j'ai fait voilà c'est tout. Et je suis reparti. Comme c'était sa soirée, c'était très très drôle. Mais non, c'est un mec. Non, mais on est un vrai petit couple. Hein. Quand on est à Avignon et qu'on se retrouve que tous les deux, parce que c'est pour le boulot et qu'on est un peu à part, c'est vraiment on s'appelle le matin, où est-ce qu'on va déjeuner. Si on était homosexuel, je pense qu'on serait en couple. Question concernant aussi expérience de télévision. Question donc de Jenny Speculos. Ils se trouvent quand même des noms, les mecs. Belge, hein. Donc Jenny, comment as-tu vécu ton expérience à Fort Boyard? Et ça fait quoi d'être encore meilleur qu'Arnaud, justement? Arnaud, toujours sur les épreuves. Ça a pas été compliqué d'être meilleur qu'Arnaud parce qu'il en a quand même pas mis une dedans. Mais Fort Boyard, c'était génial, quoi. Ça, c'était vraiment, vraiment génial, quoi. Moi, je me rappelle gamin dans mon lit en train de regarder Fort Boyard, quoi. Quand je suis arrivé avec le bateau, avec la boule.
et qu'on m'a monté comme ça dans le fort, mais je dis, mais c'est pas Moi, j'y possible. suis. Et puis surtout, c'est pas artificiel ce lieu. C'est un vrai fort, c'est pas un décor. On n'est pas déçu en arrivant. Ce qu'on voit à la télé, c'est vraiment ça parce que des fois, Quand est-ce que ça a été tourné, si on remet un peu dans le contexte? c'était au mois de mai, je crois. Mois de mai. Et ah non, mais ça, c'était formidable. Ça, je me suis éclaté, mais ça, je me suis vraiment amusé. Puis j'ai rencontré Amel Bent, par exemple, Amel, c'est marrant parce que on s'est hyper bien entendu, alors qu'au départ, moi, je la voyais dans les interviews, tout. Oh là là. On va pas s'entendre, je vais pas y arriver. Et en fait, elle est adorable, c'est devenu une vraie pote. Et voilà, enfin, donc elle, c'est une belle rencontre aussi. Je suis content de l'avoir rencontrée sur cette émission. Puis voir Magid hurler parce qu'il a des migales qui lui tombent sur la tête. Voir Arnaud essayer de soulever une épée qui est plus lourde que lui. C'est quand même incroyable. Puis le père Fouras, c'est tout. Enfin non, c'était quand même magique, quoi. C'est magique. Il y a des gens qui refusent de faire cette émission, ils disent ah c'est populaire et tout. Un peu un rêve d'enfant qui se réalise moi, aussi je me là. suis éclaté. Ouais. Moi, s'il m'appelle, j'y retourne tout de suite. Hein. Je me suis éclaté. La production de Fort Boyard a Et reçu le Mais message. je crois qu'on doit y Ils le retourner. savent. Ouais, je crois qu'on doit y retourner. Question de Malia concernant la tournée du trio. Justement, Voilà. là, Et comment est venue cette idée déroule en donc, ce de moment. faire une tournée à 3? Et comment vous avez rencontré Baptiste Le Caplin? Parce que là, pour le coup, lui, il n'est pas... Non, il n'est pas dans l'art. Après, on est quand même des humoristes qui tournent depuis 10 ans, donc on se connaît quand même tous. Baptiste, on a les mêmes tourneurs. 20h40 production, c'est la production d'Arnaud et de moi. Et ce sont aussi les tourneurs, donc pas les producteurs, mais les tourneurs de Baptiste Le Caplin. Et le producteur de Baptiste Le Caplin, Christophe Meillan, est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on s'entend très bien, et qu'on se connaît depuis des années, Christophe Meillan. C'est aussi le producteur de Mustapha El Atrassi, etc. Toute cette petite bande-là sont des gens qui font partie de ma vie depuis une dizaine d'années. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors pourquoi la tournée du trio? Il y a des villes en France où vous n'avez pas de salle intermédiaire. C'est-à-dire vous n'avez pas c'est soit une 200 places, soit un Zénith. Maintenant, pour moi, une salle de 200 places, c'est un peu petit. Je fais des salles qui sont plus grandes que ça. Donc autant se déplacer dans une salle un peu plus importante. Et en même temps, il y a un an, on ne savait pas que tout seul, on pourrait remplir des salles de 2000 places. Maintenant, c'est le cas, mais à l'époque, on ne le savait pas. Et une tournée comme ça se prévoit un an à l'avance. Donc on s'est dit, pourquoi on n'irait pas dans les villes où il y a moins de choses qui sont proposées culturellement, dans ces villes où il y a juste soit un lieu de 200, soit un Zénith. Et au lieu d'y aller tout seul, où ça peut être un peu risqué parce qu'on ne sait pas ce que sera Ferrari ou de sa mère dans un an, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un trio, comme ça on a une offre un peu attractive pour les gens. Et on offre 2h30 de spectacle pour le prix d'un seul billet, 35 €. Hein. Vous avez 3 spectacles. Et on est parti comme ça là-dessus. Et puis après, ça s'est développé. On a fait une première et moi j'ai dit, tiens, quand même, c'est très bien qu'on mélange un peu nos univers. Là, on s'est mis à écrire des vidéos. Donc, vous allez voir, les vidéos, elles sont juste mortelles dans le spectacle. C'est des gros moments de rire dans la salle. On a créé des vidéos à 3, on a créé des petits sketchs à 2, à 3, plus nos passages respectifs. Donc moi je fais 1 heure de mon spectacle, 1 heure Arnaud de sa mère de son spectacle, 1 heure de Baptiste. Et le pari c'était justement d'arriver à ce que les gens arrivent vraiment à rire du début à la fin, et à ce qu'au bout de 2h30 les gens soient pas un peu crevés comme ça. Et je crois que le pari est gagné. Pour l'instant on n'a eu que des gens debout à la fin, et franchement sur cette tournée on s'éclate complètement, quoi. Et est-ce qu'il y a une part d'improvisation là, dans le spectacle? C'est justement la Charentaise, encore un nom, bonjour la Charentaise, qui nous demande quelle est la part d'impro dans ces 2h30. Il y en a beaucoup. Déjà, ils verront. Là, je sais plus quelles sont les villes où on est demain, après-demain. On y est encore là. Les gens vont voir. Hein. De toute façon, c'est pas dur à voir les impros. Hein. Les impros, ça se sent tout de suite. Moi, je parle de la Bible. Alors, à partir du moment où je commence à vous parler de votre région ou que je commence à taquiner une spectatrice sur la manière dont elle est coiffée, c'est que je suis plus dans mon texte. Oui, la peau, parle. si elle a des cheveux. donc voilà. Il y a beaucoup d'impro. Moi, en tout cas, il y en a beaucoup. Arnaud aussi. Baptiste aussi. Non, il y en a beaucoup. Il y avait une vidéo qui a tourné récemment concernant, ou je crois que c'est récent, mais sur Montauban. Est-ce qu'on va vous revoir à Montauban? Que s'est-il passé à Montauban? Que s'est-il passé? Dites-nous. Ouais, parce qu'en C'était fait, quand, moi, ça ce qui s'est passé à Montauban, c'est qu'il y a de temps en temps des salles sur une tournée. Il y a des salles qui sont, même si vous remplissez bien les salles, il faut que le travail soit fait correctement. Si vous ne donnez pas la possibilité aux gens de pouvoir réserver une place de spectacle, même si vous êtes connu, que vous avez du succès, si les gens ne peuvent pas acheter la place, ils ne viennent pas dans une salle. Et il y a malheureusement, parfois, quand les spectacles sont achetés par des mairies ou des trucs comme ça, ils ne sont pas là pour rentabiliser. Parce que c'est un budget, en fait. Donc, quand les gens n'ont pas à gagner ou à perdre d'argent, parfois, pas toujours, la plupart du temps, les gens font très bien leur boulot, mais parfois, les gens
du coup, sont un petit peu en dilettante et travaillent mal. Et quand on est complet partout et que sur une date où je ne suis jamais dans une ville où je ne suis jamais allé, donc où il y a une demande, une attente, quand 2 semaines avant la date, on a vendu 250 tickets sur une salle de 1200 places, alors que tout est complet partout, je dis qu'est-ce qui se passe? Donc là, on commence à se renseigner. Et je fais dans ces cas-là un truc très basique, c'est que j'essaie de réserver pour mon propre spectacle. Je fais ce que ferait n'importe quel spectateur, je tape dans Google « Jérémy Ferrari, Montauban ». Et là, je ne trouve pas le moyen de réserver pour moi. Donc je finis par trouver un numéro de téléphone de la mairie. J'appelle. Bien sûr, je suis hors des heures d'ouverture, puisqu'ils ouvrent le matin à 15h et qu'ils ferment le soir à 18h. Je finis par arriver à tomber sur quelqu'un qui me dit « Pour réserver, monsieur, il faut que vous me fassiez une pré-réservation, que vous envoyez un chèque. Et quand on a encaissé votre chèque, là seulement on vous renvoie la confirmation de prix. » Ils sont fous. Compliqué là. Et donc je me suis énervé. Et donc j'ai dit à la directrice ce que j'en pensais, qu'il a un petit peu mal pris. Et après je lui ai dit que j'allais expliquer aux gens qui étaient là ce soir pourquoi la salle était à moitié vide. Parce que je vois pas pourquoi c'est moi. Ça arrivera peut-être un jour que je remplisse plus les salles. Je les ai pas remplies pendant 10 ans. Là, je les remplis depuis 1 an et demi. Alors peut-être que dans 2 ans, je les remplirai plus. Pour l'instant, j'ai la chance de les remplir. Donc, si on pouvait me laisser en profiter le temps que ça durera pas toute ma vie. Donc pour l'instant, j'ai envie d'en profiter à fond. Et quand vous avez une salle qui est à moitié pleine, les gens, quand ils rentrent dans la salle, qu'est-ce qu'ils se disent? Putain, ça marche pas, Ferrari. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai tout simplement, et je crois que c'est normal que je le fasse, parce que c'est aussi mon image, j'ai expliqué aux gens de manière marrante, j'ai surtout fait marrer les gens, pourquoi il y avait que 800 personnes ce soir-là sur une salle de 1002. Et les féliciter aussi parce que eux avaient pu venir. Et les féliciter parce qu'effectivement, je leur ai dit, mais si vous aviez vraiment envie de venir. Donc voilà. Après évidemment, c'est toujours un petit peu mal pris par l'organisatrice en l'occurrence qui du coup a appelé ses collègues en disant, faut pas recevoir Ferrari. Elle se venge comme elle peut, mais peu m'importe en fait. C'est pas méchant. Et puis il faut accepter ses erreurs. Et quand on tombe sur un mec comme moi, bah oui, si vous faites une bourde, bah il va vous taquiner dessus. Donc si vous n'acceptez pas que la personne vous taquine, soit faut pas le recevoir effectivement. Voilà, soit faut prendre un peu de recul. Elle l'a très mal pris, malheureusement, tant pis, elle a qu'à bien travailler. Et toc. Donc on va bientôt arriver à la fin du chat, malheureusement. Et on va consacrer cette dernière partie à vos fans, en fait. D'accord. Parce qu'ils ont été très très nombreux à vous poser des questions en amont, mais aussi en direct. On a même du mal à suivre parfois la chute des questions. Et notamment un groupe qui est visiblement très actif qui s'appelle les Ferrarettes. Voilà. Donc si vous pouvez leur dire un petit mot, parce que je pense qu'elles sont contentes. Bah oui, je les embrasse. Non, c'est un groupe très actif. Et vous savez, je les remercie souvent parce que y a quelques groupes comme ça, dont les Ferrarettes qui sont les plus actives. Déjà, c'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup d'autodérision dans ce groupe-là. C'est assez marrant. Moi, ça me fait rire en plus que ma mère est très fan de Claude François avec les Claudettes. Alors, ça me fait rire quand ils ont mis les Ferrarettes. Je crois même que ma mère est inscrite à ce groupe. Ah, maman, ma mère est folle. Donc, je crois qu'elle fait partie du groupe. Bref, et ma mère, et les Ferrarettes. Non, mais c'est très important parce que vous savez, ces jeunes filles, elles sont très très efficaces parce qu'elles surveillent tout le net. Et dès qu'il y a un truc elles ont assuré négatif, la promotion de votre chat sans qu'on ait rien à faire. Donc on les remercie nous aussi. Merci. Mais dès qu'il y a un truc méchant qui sort, dès qu'il y a quelque chose, elles harcèlent. Elles harcèlent le mec. Dès qu'il y a quelque chose, je suis au courant tout de suite. Elles m'envoient des mails. Est-ce que tu sais que dans telle ville tu es annoncé? Et Montauban notamment, c'est elles qui m'ont alerté. Elles m'ont dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'arrive pas à réserver pour Montauban. Donc tac, j'ai dit attends, on a vérifié les points. Donc elles m'ont sauvé 2-3 fois le coup sur des trucs et puis ce sont des demoiselles, je crois qu'il y a quelques jeunes hommes aussi, certainement homosexuels. Non mais c'est un groupe de fans qui aussi font partie des gens qui grâce à qui je suis aussi connu. C'est des gens qui montent des vidéos, qui essaient de convaincre des gens. Est-ce que tu connais Ferrari, tout ça? Donc c'est mignon en plus, c'est assez touchant quoi. Voilà. Encore une fois, je sais pas combien de temps j'aurai du succès dans ma vie, mais pour l'instant, c'est joli à voir. Quoi. Là, vous n'avez pas besoin de community manager. Mais je vends plus de place en faisant une annonce sur Facebook qu'en allant faire la télévision. Quoi. Donc ça, c'est formidable. Grâce à elle, entre autres. Et aux autres. Merci les Ferrarettes. Et merci aux autres aussi. Et aux autres, bien sûr. Quelle place ont les fans dans ta vie? C'est une question d'Andrea S. Elles sont très importantes, et importants. Les fans sont très importants. Parce que je repartais sur les Ferrarettes. Non, mais les fans sont très importants parce que moi, je suis très très à l'écoute en plus.
Je pense qu'ils le savent. Je suis très très à l'écoute. C'est moi qui gère pratiquement tout. Il y a une ou deux boîtes mail où j'ai un mec qui m'aide à filtrer. C'est-à-dire les trucs très très importants, il me les donne. Je peux pas, malheureusement, j'arrive pas à répondre à tout. Il y a vraiment trop de choses. Mais j'essaye vraiment un maximum. Et j'écoute et je lis beaucoup les choses. Après, il faut prendre du recul parce que des fois, il y a des gens qui sont un peu méchants gratuitement aussi. Qu'il faut en prendre et en laisser. Mais j'essaye d'avoir un petit peu l'air du temps. Vous voyez, quand je lis 15 ou 20 commentaires qui vont dans le même sens, je me dis, il y a quelque chose. Donc j'essaie de les écouter parce que ce sont eux qui me font vivre. Et j'essaie de pas les décevoir. Ce sont quand même grâce à eux que les salles sont pleines. Bon, il y a les gens sur Internet, mais eux sont les représentants c'est la couche vide de l'iceberg, comme on dit. Je sais pas, le spectacle, je crois qu'on est à 120 ou 130 000 spectateurs en France. C'est pas les 130 000 fans sur Facebook, c'est pas les mêmes. Il y en a plus. Mais voilà. Mais en tout cas, ça représente une tendance. Et puis ça me permet de savoir si je vais dans la bonne direction. Quand je les déçois sur un sketch, par exemple, je me dis mince, je les ai déçus. C'est tout bête, mais quand j'étais en demande qu'à en rire, des fois je faisais 3 ou 4 fois de suite, je faisais un sketch avec d'autres gens. Et je voyais 10-15 commentaires qui revenaient. Ça serait bien que tu reviennes un petit peu tout seul. Alors tac, je refaisais un truc tout seul. Et c'est aussi en les écoutant, voilà. Donc c'est assez important. Après, je fais aussi attention parce que comme tout fan, il faut quand même mettre une distance. Vous êtes obligé. Déjà parce que moi, je suis hyper sensible, donc il faut faire attention. Surtout que j'ai beaucoup de fans aussi handicapés, malades, parce que évidemment, j'en parle dans mes sketchs. Donc il faut faire attention parce qu'il faut aussi se préserver, se protéger. Donc il faut faire attention, mais tous les fans sont hyper importants et d'ailleurs je suis là après tous les spectacles, je reste et j'essaie vraiment d'être le plus disponible possible. Dark Mona vous fait passer un message d'ailleurs. Bonjour Jérémy, tu as dit une fois dans une interview que si tu pouvais, tu prendrais chaque personne de ton public dans tes bras. Mais tu sais que si tu faisais une tournée câlin bordel, les gens paieraient pour réaliser ton souhait. Mais oui, mais ils sont malades mes fans, je peux pas les serrer dans mes bras. Ils sont fous. Ils sont contagieux. Ils n'ont pas de bras. Non mais oui, évidemment. Et en plus ils ont pas de bras pour certains. C'est terrible. Non mais non, parce que c'est vrai que quand vous êtes sur scène, moi la scène c'est un des trucs les plus importants pour moi. C'est là où pour moi on mesure vraiment le succès d'un humoriste, c'est sur scène. On est très peu à remplir en France et c'est une vraie chance quoi. On est même pas une dizaine à remplir vraiment des salles. Il y en a plein à être en télé, mais remplir les salles on est très peu. Donc il faut se rendre compte que c'est une véritable chance. Quand moi je vais faire une salle de 2000 places tout seul, il y a 2000 personnes qui sont en train de se garer pour venir voir mon spectacle. Et en fait j'ai tellement peur que ça s'arrête ça. J'ai tellement peur que les gens viennent plus me voir. Ça doit être... Le jour où on va m'appeler pour me dire bon bah là c'est pas complet. Je sais pas, il y a une baisse et sur les autres dates aussi. Je vais dire putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je les ai déçus? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est vrai que quand les gens se lèvent à la fin du spectacle pour vous applaudir et tout, vous avez envie de les... C'est vrai, c'est un truc que je dis souvent. J'ai envie de les attraper, dire tu reviendras me voir, tu me promets, tu reviendras, tu vois. Parce que t'as pas envie que ça s'arrête quoi. On va conclure avec 2 questions d'Alex sur vos futurs projets. Alors, est-ce que donc c'est Thiaz qui demande si vous comptez faire un nouveau spectacle bientôt? Là, on parlait des projets. Est-ce que vous pouvez répondre à Thiaz? Alors, il y a pas mal de projets en cours. Donc, là, j'écris un film, donc une comédie d'humour noir sur le chômage, un peu dans un esprit Père Noël est une ordure, qui mélange le social et l'humour très rentre dedans. Où il va y avoir d'ailleurs Arnaud de Samer, Nicole Ferroni et Florent Père dans les rôles principaux. Et moi, parce que je me suis permis de m'écrire un rôle dans mon film. Et c'est produit par Philippe Lefebvre, qui est le mari de Catherine Barma, qui est réalisateur de films et producteur de films. Manuel Moons, qui est directeur, qui est producteur notamment de La Vérité si je mens, et normalement qui devrait être coproduit également par France 2, en tout cas on en a parlé. Donc il y a ça, il y a le spectacle de Guillaume Batz, Tout à fait. que je suis encore en train de travailler dessus. C'est pas complètement terminé, ça marche bien, mais il y a encore pour moi il y a toujours du travail. On a eu des messages de personnes qui disaient on compte aller voir justement. Je conseille fortement d'aller le voir déjà parce que ça me fera des sous. Et puis non mais faut aller le voir, c'est un vrai joli spectacle. On a écrit ça en commun accord et c'est un vrai beau spectacle. Donc il y a pas mal de choses. Je développe d'autres concepts aussi télévision, des fictions. Et effectivement, le nouveau spectacle devra arriver normalement pas à la rentrée prochaine, parce que là je repars un petit peu en tournée, parce qu'il y a plein de villes que j'ai pas fait, mais en septembre 2014. En septembre 2014, là je lancerai le nouveau spectacle. En gros là je vais commencer à l'écrire maintenant, donc je me laisse 6 mois, 7 mois, 8 mois pour l'écrire, parce que je vais normalement faire un truc sur la guerre, pour aller un peu plus sur des sujets légers. Parce que je vais pouvoir parler de plein de choses. La guerre, ça me permet de parler de plein de choses, l'humanitaire,
la politique un petit peu, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc je vais attaquer, oui, bientôt. Donc ça sera dans 1 an, quoi. Et en projet télé? Et en projet télé, on est en discussion avec France 2 toujours, parce que voilà, ils veulent pas nous laisser tomber. En même temps, moi, la formule telle quelle, je trouve que si ça s'arrête, ça s'arrête. On va pas refaire, on va pas réchauffer un plat. Voilà, donc voilà. Et puis moi, j'ai envie de travailler en télé, mais sur d'autres choses, t'as des fictions, des choses. Donc je vais aller faire un petit peu le tour. Là, je vais aller voir les gens. Je vais aller discuter un petit peu avec les gens. J'ai plein d'idées, plein de trucs, donc je vais aller voir un petit peu les gens. Je vais un peu faire des choses qui me font vraiment rire et voilà. J'ai envie de retravailler en télé. C'est un milieu que j'aime beaucoup. Avec sur le service public là, je vais d'abord, évidemment, en premier, j'irai proposer mes idées à France Télévisions, parce que ce sont les premiers qui sont venus me voir. Mais s'ils n'en veulent pas, j'irai ailleurs. Mais au départ, je vais aller proposer à France Télé et notamment à Catherine Barma, quand même, qui est la première productrice qui m'a fait connaître et qui m'a fait confiance. Donc je suis quelqu'un de très fidèle, donc je vais toujours d'abord vers les gens qui ont été là au départ. Et votre film, il s'appellera comment? Alors là, pour le coup, vraiment, j'ai pas le titre. C'est pas pour pas dire le truc, mais j'ai pas encore trouvé. Ce que je peux dire, c'est que c'est une comédie sur le chômage. Très bien. Tournage prévu dans pas très longtemps. Normalement, c'était pour le printemps, mais je suis un peu en retard sur la livraison du scénario. Ça, c'est de ma faute. Donc du coup, ça sera certainement repoussé, mais ça va être dans pas très longtemps. Donc le chat touche à sa fin. Vous avez reçu énormément de mots d'amour aussi, Jérémy, des propositions en mariage. Et puis alors il y a une question. Oui, voilà, on va vous faire des impressions écran. On a une question redondante que je ne peux pas ne pas vous poser parce qu'on l'a reçue peut-être, 20 fois. Jérémy, êtes-vous célibataire? Non, je suis pas célibataire. Désolée les filles, c'est comme ça. Bon, merci. Je ne vais pas non plus me marier, contrairement à ce que tu as dit, parce que j'ai vu ça traîner. Ah non, j'ai vu que j'étais marié, j'ai vu traîner que j'étais gay ou que j'allais me marier. Alors, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je vais pas me marier. C'est votre copine qui va être déçue. C'est ma copine qui va être déçue. Je ne vais pas me marier. Merci beaucoup, Jérémy Ferrarine, d'avoir passé ce moment avec nous et avec les internautes. C'était avec plaisir. Merci à Alexandre et à toute l'équipe technique de l'internaute.com. Et à très bientôt pour une prochaine émission.